liquid blood and solid bone, limbs and eyes. Nor can we explain how these cells work together peacefully, each helping the other in the perfect fulfillment of the common plan that is imprinted on their very soul. It's inexplicable and fantastic, yet this is how each one of us comes into existence, the fruit of a process of unimaginable proportions, propelled by an impulse of incalculable energy, marked by an awesome dignity. This is the first marvelous cradle that a mother prepares for her baby. These folds of the fallopian tube are mysteriously forewarned of the arrival of the new life within her, and will actually caress and guide the precious fertilized ovum towards the womb. But the tube is not the only thing to be excited about its involvement with the baby. A message runs rapidly through the whole of the mother's body. The life of a child is among us. Go and protect it. Here is the tiny being who captures all his mother's attention from the moment of fertilization. Inside the mother, still unknown to her, the marvelous maternal nature puts all her resources at his disposal to welcome, nestle, and nourish him. A few hours after conception, the one-cell child, overflowing with life, already succeeds in multiplying itself. In the original nucleus, the chromosomes duplicate and divide themselves into two identical cells, each with the same genetic characteristics and arrangement. Therefore, as the modern scientists say, the one-cell embryo, that is the first form of human being, becomes a two-cell embryo, and so on. Cells duplicate rapidly and become millions and millions. It's an amazing building of the human body. A child is growing and facing life. This is what the little one is like as he gently descends into the womb, pushed by the folds of the tube, a ball of cells like a little blackberry, known as a morula. Between the 4th and 5th day, he finally leaves the tunnel and finds himself wandering about in the womb. Now he really wants to grow, but his little snack box is empty. So he communicates a message to Mother, asking for help. He asks for it by using a hormonal code. He sends out messengers, aiming them at the maternal centers. The desired response doesn't take long. The mucous lining of the womb hurries to satisfy the little fellow by becoming soft enough to nestle him and nourish him. The little blackberry lands. He relies on his mother, as he will always do. In order to survive, our hero clothes himself with little tentacles to root himself in the womb. These roots form the placenta. Towards the 6th day, the baby is still changing. He loses his circular shape and curls up, settling in strata called embryonic sheets. These sheets will form the particular organs and tissue. The baby's first 2 weeks coincide with the last 2 weeks of the mother's menstrual cycle, or 14 days after ovulation. Therefore, when the little one begins his 3rd week of life, the mother doesn't have a suspicion that she's pregnant. Not until she's noticeably late with her period will she suspect it. But before this happens, the baby has already developed rapidly. In the crown of his head, cerebral vesicles have budded. The eyes are appearing, the nervous system has formed, the lungs, the intestine, the stomach, and the heart. Right from the end of his 3rd week, a little heart beats its feeble tick-tock within his delicate blossoming body. Imagine, the little heart of her child is pulsating inside the mother's body,
even though she still knows nothing of his presence. Let's admire him in his starring role. This little man who just more than a month ago started living in his mother's womb. Coiled up on himself, he looks like a little boxer full of obstinate vitality. The large red shadow under his little hand is his liver, which makes his blood and sends it into circulation. The baby makes his own blood, like all the other organs and tissues. The beating of his heart is now more regular and can be picked up on a heart monitor. Here is our baby at 6 weeks. The large head attracts our attention. For a long time it will remain the most prominent and most charming feature of the little body. Here the marvellous control centre encloses the sparks of an intelligence that will perhaps enlighten the world. Tomorrow's ideas are in these thin cerebral loops that are already sending out their messages. You can register their activity on a normal brainwave monitor. The fingers have budded, but the arms are still too short, so the little hands cannot yet touch each other. The eyes are formed from cells connected to the brain. Here we can see one of them as the eyelid's transparent covers are being prepared. The little fellow, now called a fetus, is 8 weeks old. He has already gone through the 60 most important days of his life. The formation of all his organs is complete. In him there is already everything that you'll find in a perfectly developed human being. From now on, all he has to do is fine-tune his body functions and grow in size. From 2 to 9 months he will grow 20 times his initial size and 1,000 times in weight. So when the mother goes along for her first checkup, her baby is already wonderfully complete. His lips, nostrils, ears, eyes are like little gems. Even the promise of little teeth is already within him. To keep up his rapid growth, our little fellow needs an abundance of supplies. To procure them, he multiplies his roots in the lining of the uterus, so that the placenta ultimately develops into the consistency of a large spongy disc weighing about a pound. In this photo at 10 weeks, we can see its point of attachment. The placenta is a barrier between mother and child and serves as an exchange area between them without allowing their blood to mix. In fact, the blood of the baby passes along the umbilical cord, runs through the placenta and approaches the maternal blood vessels that are found in the womb. Across the dividing wall, the two blood supplies exchange their gaseous loads. The little fellow unloads the bad carbon dioxide onto the mother and steals the good oxygen and nutrients, while she does the opposite. She carries away the bad and leaves him the good, as she will always do. Look at him at 3 months old. Isn't he incredible? Fingernails grow on the hands and feet, the spinal column becomes bony, the little outgrowths of breasts appear upon the young chest. The genitalia are now complete and perfectly formed externally, so the baby can be identified as a boy or girl.
linen clothes. He wrinkles his forehead. He raises his eyebrows. He turns his head. The little fellow tries to express himself, inventing his own silent but effective language, so as to make himself understood when he's born. It's too bad we can't see him. At only 4 months old, he is already so perfect. His movements in his aquatic world are of incredible grace and agility. He could swim continuously, but now must adapt himself to the needs of his mother. Sometimes his little hands rain punches of protest if something disturbs him too much, and these hands have already had fingerprints for 2 months, and that his young fingertips carry the physical proof of his identity. This is the most fascinating image of the baby in his mother's womb. At 5 months, he sucks his finger, practicing for the time when he would eagerly suck at his mother's breast. His nerve reflexes are perfect. When the thumb gets close to his mouth, the lips immediately grasp it, and the tongue begins small sucking movements. It's an essential reflex for the little one, because later, when the mother's breast or finger brushes against his cheek, he will turn with his little mouth open, ready to suck. This is how he prepares for that sweet moment. The little fellow does not breathe in his sea as fish do. All his cells breathe with oxygen transported by the blood, but he exercises the respiratory muscles anyway, just as he refines all his future functions. Now he's chubby, rosy, reacting more and more vigorously to discomfort and disturbance. The eyelids will remain closed until the 7th month to protect the eyes. The little baby's body has by now taken up all the available space. Every day he becomes more beautiful. By now, the little one is using his own senses. He responds to different noises, and he's in tune with the life rhythm of his mother. He often wakes and sleeps with her. His emotional states are well known. They have a deep and secret source linked to his genetic inheritance. And finally, our hero is born. But when the walls of the womb squeeze against him, pushing him out with their persistent rhythms, and they expel him from his warm, happy world, the innocent little one experiences his birth as a death threat. His first cry in the world is a cry of fear, and his unconditional desire to live. Then when his mother gathers him tenderly to her breast, the little one relaxes. He regains his face when he hears his mother's heartbeat. Then the wrinkles flatten out, the little fists open. He feels a new happiness. The treasure that his parents finally hold in their arms is for them to discover completely. Yet he already knows them. For a long time he has heard them in those months of mysterious communication and maturation. It has been proven that the newborn baby becomes quiet at the sound of his mother's voice, because he's already heard it and it's dear to him. Yet the little fellow also recognizes his father's voice, even among the voices of other family members. It's been proven that the baby can remember household noises, music and especially emotions felt in those 9 months, emotions that specialists have occasionally recorded through the acceleration of the baby's heart rate. It has been proven that the baby needs companionship, which has become indispensable to the child who is used to the faithful company of his mother's heartbeat. It has been proven, above all,
that he has a profound need for love, that irreplaceable nourishment for a child who out of love came into the fullness of existence from the depths of his mother's nature. The little newborn human being, so little in our eyes, is already big, so very big. This is our story, the spring of our youth. Thus we offer ourselves to the world from the first spark of life. We are made to love and be loved. In the hierarchy of the universe in which we live, from the lowest inanimate elements, we rise to the majesty of the human being. Only man is capable of overcoming his natural limits, his selfishness, of opening himself to others and to the infinite. In these sublime exchanges, he joyfully finds his own noble identity. Less durable than material things, weaker than most animals, the weakest of all in the face of death, the human being is infinitely superior to all, because he alone is a personal mystery. For this reason, when humanity is faced with every new child, it finds itself shaken and moved. Aware or unaware, it feels like it's looking at the crowning glory of nature, the first wonder in the universe. Toute la nature est merveilleuse, il est passionnant d'en connaître les secrets. La vie intime des plantes, des oiseaux, des poissons du fond des abîmes marins et les lois qui régissent la course des astres dans la voûte céleste. Mais la première des merveilles à connaître et à admirer, c'est la vie humaine. Rien au monde n'est comparable à la vie humaine. Si nous avions la possibilité, pendant un instant, de voir un homme ou une femme comme le voit la biologie moléculaire moderne, nous assisterions à un spectacle extraordinaire. Nous verrions des milliards de cellules dont les mouvements sont parfaitement synchronisés et les fonctions sophistiquées et précises. Imaginez, il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, eh bien, les cellules de notre corps sont 1000 fois plus nombreuses. Mais le corps humain, d'une structure si complexe et d'une unité si harmonieuse, est aussi quelque chose qui transcende la matière. Il est avant tout un être personnel, différent de n'importe quel autre être vivant. En lui, et en lui seul, jaillissent mystérieusement la parole, la conscience, l'expérience morale, l'espérance, la douleur, la nostalgie, la tragédie, l'amour dévoué.
toutes choses qui font de lui, y compris dans ses limites, l'élément le plus noble de la création. Lui seul, l'être humain, possède la faculté de vaincre son instinct en se servant librement de ses dons ou de ses capacités dans le but qu'il s'est fixé. Ainsi, notre être si complexe et sophistiqué prend vie et se réalise à partir d'une cellule microscopique, l'œuf fécondé. Et il faut bien le dire, cette cellule, l'être humain nouvellement conçu, est le plus grand prodige de l'univers. Dans les profondeurs du corps maternel, l'unicité de chaque homme prend forme et vient au jour en ayant déjà une longue histoire. En fait, durant les 9 premiers mois de notre vie, nous travaillons et luttons pour nous-mêmes plus intensément que durant tout le reste de notre existence. Alors, connaître notre première grande histoire en vaut la peine. Nous allons maintenant admirer ensemble un document exceptionnel qui présente l'enfant dans le sein de sa mère. Comme il est d'usage, avant de présenter notre protagoniste, présentons l'histoire qui le précède. Ce sera comme un compte à rebours avant le grand instant. Par l'ascension de sa vie, son histoire va s'inscrire dans l'histoire du monde. Le corps humain est comparable à un édifice formé de briques microscopiques que l'on appelle des cellules. Nous voyons ici les cellules de l'épiderme agrandies 1600 fois. Les cellules sont de microscopiques particules vivantes et autonomes, formées de milliards de molécules sans cesse en activité. Elles respirent, se nourrissent et réagissent à tout ce qui les entoure. Chaque cellule humaine possède un noyau qui contient exactement 46 bâtonnets, appelés chromosomes, comme ceux que nous voyons ici, photographiés très fortement agrandis. Ces chromosomes sont composés de millions de molécules que l'on appelle des gènes aux caractères héréditaires. De ces gènes et de leurs différentes combinaisons dépendent les caractéristiques qui nous distinguent, le sexe, la taille, la couleur des yeux, etc. Toutes les cellules d'un individu possèdent la même combinaison génétique, unique, individuelle, appelée ADN ou code génétique. Grâce à ce code, les cellules se reconnaissent entre elles et ne se rejettent pas mutuellement. À partir de la puberté et durant toute la vie féconde de la personne, les cellules sexuelles mûrissent, les spermatozoïdes dans les organes sexuels masculins, les ovules dans ceux de la femme. Ces cellules sont programmées pour s'unir et ne faire plus qu'un. Un enfant, un nouveau protagoniste de l'histoire humaine. Les lois de la nature sont écrites de telle sorte que la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde a lieu dans le corps de la femme, ni généreux pour l'enfant ainsi conçu. Nous voyons ici l'ovule expulsé de l'ovaire, entouré du manteau de plus petites cellules qui l'accompagnent. Il va disparaître dans la trompe utérine qui l'aspire dans son canal et le pousse vers l'utérus. Un seul ovule arrive à maturation chez la femme une fois par mois et ne peut être fécondé que rapidement, avant 24 heures environ. Sinon, il se décompose et provoque le retour des règles menstruelles. L'ovule est une cellule unique, aussi petite que la pointe d'une épingle, mais qui est pourtant la plus grande du corps humain. Presque une cellule géante, parce qu'elle porte en elle la nourriture nécessaire aux tout premiers besoins de l'individu. Dès le premier instant, la nature maternelle pense à prendre soin de sa créature. Et voici les cellules sexuelles masculines, les spermatozoïdes. Leur tête contient les caractères paternels. C'est le patrimoine génétique que le père donne lors de la fécondation. La queue destinée à se dissoudre dans l'ovule permet aux spermatozoïdes de se déplacer dans les organes féminins et de remonter dans le canal de la trompe à la recherche de l'ovule. Un voyage difficile qui lui prend 6 heures environ.
Dans le liquide séminal, des millions de spermatozoïdes pleins d'énergie sont tous bien décidés à conquérir l'ovule, mais les difficultés du parcours font que beaucoup d'entre eux meurent avant de l'atteindre. De toute façon, ils ont une vie très brève. Il n'est pas étonnant qu'une maternité désirée ne soit pas toujours facile à obtenir. Maintenant, l'objectif nous montre un grand ovule assiégé par de minuscules spermatozoïdes parvenus dans la trompe. Mais un seul d'entre eux, comme s'il était le préféré, pourra traverser la paroi de l'ovule qui aussitôt s'épaissit et repousse tous les autres. C'est l'heure H, le moment magique de la conception. Dans l'œuf, nous voyons le noyau féminin et le noyau masculin s'interpénétrer pour se fondre en un seul. Pendant cet accouplement, les chromosomes paternels et maternels s'enlacent en mêlant leurs gènes. Les millions de caractères différents apportés par chacun aboutissent à une combinaison unique parmi une infinité de possibilités. Original, unique, tel est notre nouveau protagoniste. Cet enfant formé d'une seule cellule est une merveille qui dépasse notre entendement comme un son qui serait trop aigu pour être perceptible. Dans son minuscule moi se met en route, avec l'étincelle de la vie, un immense programme qu'aucun ordinateur ne pourra jamais élaborer. Un programme avec des millions de données et en lui-même la force dynamique pour se réaliser. Personne ne peut expliquer comment une cellule microscopique peut se reproduire en des milliards de cellules identiques à elle, ayant le même code génétique et générer des tissus aussi différenciés, presque opposés, tels que les muscles et le cerveau, le sang liquide et les os durs, les membres et les yeux. On ne sait pas non plus expliquer comment des cellules travaillent de concert l'une pour l'autre à la réalisation parfaite du plan commun gravé au plus intime d'elles-mêmes. Et l'on ne peut non plus expliquer l'infinie portée de l'esprit qui anime cette nouvelle vie. Cela reste inexpliqué, fantastique, mais c'est bel et bien ainsi que chacun de nous est entré dans l'existence, fruit d'un prodige d'une grandeur inimaginable, projeté par une impulsion d'une énergie incalculable, marqué par une dignité sans égale. Regardons ici le premier berceau très tendre que la mère prépare pour sa créature. Ce sont les voiles de la trompe. Mystérieusement avertie qu'une vie a jailli, elle s'anime soudain et s'assouplit pour bercer le précieux ovule fécondé et le pousser vers l'utérus. Mais la trompe n'est pas la seule à s'occuper de lui. Un signal se déclenche dans le corps maternel. Chaque particule est comme avertie qu'un enfant est là et qu'il faut le protéger. Le voici, ce petit être microscopique qui, un instant après sa conception, absorbe déjà toutes les attentions de sa mère. Même si elle ignore encore sa présence, la nature maternelle déploie aussitôt toutes ses ressources pour répondre aux besoins énergétiques du bébé. Quelques heures après la fécondation, la cellule enfant, débordante de vitalité, commence déjà à se multiplier. Dans son noyau, les chromosomes gonflent, grossissent, jusqu'à ce qu'ils se divisent en deux parties égales, c'est-à-dire avec les mêmes caractères génétiques, avec la même combinaison. Ainsi, l'embryon unicellulaire, première forme de l'être humain, devient-il un embryon bicellulaire et ainsi de suite, de 2 à 4, de 4 à 8. Les cellules se multiplient d'une manière vertigineuse jusqu'à devenir des milliards. C'est la fabrication étonnante du corps humain. Avec l'irrésistible vitalité qui l'accompagnera pendant des années, un enfant se lance dans la vie. Nous voyons maintenant le tout petit qui descend dans le canal, doucement poussé sous les caresses des franges de la trompe. C'est une petite boule de cellules semblable à une mûre et appelée pour cette raison morula.
Entre le 4e et le 5e jour, il sort finalement du tunnel et vient planer dans l'utérus. Maintenant, il veut vraiment s'agrandir, mais ses provisions de voyage sont épuisées. Alors le voilà qui communique. Il envoie un message à sa maman pour lui demander de l'aide. Et il la lui demande en utilisant le code hormonal, c'est-à-dire en émettant des substances organiques en direction des centrales maternelles. La réponse désirée ne se fait pas attendre. La muqueuse utérine se hâte de satisfaire le petit. Elle devient moelleuse pour qu'il se niche et succulente pour qu'il se nourrisse. Alors la petite mûre se pose. L'enfant compte désormais sur sa mère, comme d'ailleurs il le fera toujours. Tout occupé à survivre, notre protagoniste se couvre de petites excroissances velues qui lui permettent de s'enraciner dans l'utérus. Ces racines forment le placenta. Vers le 6e jour, l'enfant change encore. Il prend la forme d'une sphère et s'enroule sur lui-même en 3 couches dites feuillets embryonnaires. Ces feuillets s'empressent aussitôt de former des organes et des tissus particuliers. C'est comme si on voyait dans un film une fleur merveilleuse s'épanouir rapidement sous nos yeux, sauf qu'aucune fleur ne peut rivaliser avec cette fleur-ci au plus haut sommet de la nature. Les 2 premières semaines de l'enfant coïncident avec les 2 dernières semaines du cycle menstruel de la mère, c'est-à-dire aux 14 jours qui suivent l'ovulation. C'est pourquoi, quand le petit entre dans sa 3e semaine, la mère n'a toujours pas conscience de son existence, jusqu'à ce que le retard prolongé de ses règles n'éveille ses soupçons. Mais entre-temps, l'enfant s'est très vite développé, lui. Il a ébauché des vésicules cérébrales dans la cavité de sa boîte crânienne. Il a développé son système nerveux, ses poumons, ses intestins, son estomac et son cœur. Dès la fin de la 3e semaine, à l'intérieur de ce corps si fragile, un tout petit cœur bat déjà. Alors qu'il essaie déjà son petit tic-tac, sa mère ignore encore sa présence. Admirons ce premier portrait du petit homme qui, depuis un peu plus d'1 mois, vit dans le sein maternel. Pelotonné sur lui-même, il ressemble à un petit boxeur plein d'une vitalité entêtée. Cette zone rouge sous la petite main, c'est le foie qui produit le sang et l'envoie dans la circulation. L'enfant fabrique lui-même son sang, comme tous ses autres organes et tissus. Le battement de son cœur, déjà plus régulier, peut maintenant être enregistré par un électrocardiogramme. Et voici notre enfant à 6 semaines. La tête, qui semble vouloir attirer toute notre attention, restera longtemps la partie la plus voyante et la plus émouvante de ce petit corps. C'est là, dans cette centrale extraordinaire, que sont renfermées en puissance les étincelles d'intelligence qui peut-être éclaireront le monde. Les idées qui germeront demain se trouvent dans ces tendres sinuosités cérébrales qui envoient déjà leur message. On peut déjà les capter à l'aide d'un électroencéphalogramme ordinaire. Les doigts sont déjà formés, mais les bras sont encore trop courts et les petites mains ne peuvent pas se toucher. Les yeux se sont fabriqués à partir de cellules issues du cerveau. Le voile des paupières s'est déjà abaissé sur le regard, mais elles sont si transparentes qu'on ne les voit pas. Le petit qu'on appelle maintenant fœtus a 8 semaines. Il a désormais vécu les 60 jours les plus importants de sa vie. La formation de tous ses organes est terminée. Déjà se trouve en lui tout ce qui se trouve dans l'être humain parfaitement développé. Désormais, il n'aura besoin que d'affiner ses fonctions et de grandir. Du 2e au 9e mois, il multipliera sa taille par 20 et son poids par 1000. Quand sa mère se présente à la première visite de contrôle, l'enfant est déjà complet. Tout en lui ressemble à une perle rare, les lèvres, les narines, les yeux, le sexe et même les futures petites dents en germe. La prodigieuse croissance du bébé demande un ravitaillement incessant. Pour le lui fournir, le placenta grossit pour prendre la forme d'un large disque spongieux pesant jusqu'à 1 demi-kilo.
Sur cette photographie prise à 10 semaines, on peut distinguer l'endroit où il est relié au cordon ombilical. Le placenta est comme une barrière entre la mère et l'enfant. Il sert de terrain d'échange entre eux sans pourtant permettre à leur sang de se mélanger. En effet, le sang du petit, après être passé par le cordon ombilical, coule dans le placenta à l'intérieur de ses propres vaisseaux sanguins, en longeant les vaisseaux sanguins maternels qui se trouvent au-delà dans le tissu de l'utérus. Ainsi, à travers cette paroi, les globules échangent leur matière gazeuse. Le petit rend à sa mère ce qui est mauvais, anhydride carbonique, et lui prend ce qui est bon, oxygène et substances nutritives. Pendant qu'elle, maternellement, fait tout le contraire, elle prend le mauvais et lui laisse le bon, comme savent le faire toutes les mères. Regardez-le à 3 mois, n'est-ce pas incroyable ? Pousse aux mains et aux pieds. La colonne vertébrale s'ossifie. Sur la poitrine pointent les petites mamelles. D'après les organes génitaux, maintenant perfectionnés même à l'extérieur, on peut savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Ses traits deviennent de plus en plus nets, les lèvres s'ouvrent et se ferment, le front se plisse, les sourcils se soulèvent, la tête se tourne, le petit s'efforce de devenir expressif et d'inventer un langage muet mais efficace pour se faire comprendre dès qu'il sera né. Cependant, le développement du corps est aussi accompagné d'un accroissement de la sensibilité personnelle de l'enfant. La mère ne se contente pas de lui transmettre des nutriments. L'enfant absorbe aussi des sensations et des émotions qui formeront les bases de son psychisme. Dans sa capsule, l'enfant n'est pas et ne se sent pas seul. Les battements rassurants du cœur maternel l'accompagnent. C'est ce rythme qui lui fera aimer, après la naissance, le tic-tac